Salut à tous, c'est un nouvel épisode du Rebond au centre d'entraînement du Paris Basketball pour accueillir, ou plutôt il nous accueille dans son entre. C'est Axel Toupane, ça va Axel? Salut Lucas, ça va super et toi? Super heureux de t'avoir dans l'émission. Merci. On va revenir évidemment sur ton parcours. Tu dirais d'abord que tu as été un enfant qui est né avec un ballon de basket entre les mains ou pas? Ouais, c'est exactement ça. Mon père il jouait et après est devenu coach. Donc tu vois, j'étais le petit enfant qui jouait pendant le match. Des fois, mon ballon allait sur le terrain, tout le monde me regardait, tu vois. J'étais cet enfant-là, à la fin du match, j'allais shooter avec les copains. Mais ouais, c'est clair que j'ai été beaucoup dans les salles de basket. Hein. Donc fan de ton père déjà quand tu étais petit. C'est à quel moment où tu te dis « Ah, j'ai envie de faire ça aussi » 2000, finale NBA, Lakers, Indiana. Okay. Et c'est à ce moment-là, je sais plus si c'était sur Canal ou si on avait les cassettes. Mais j'ai pu voir toutes les finales et c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de la NBA notamment, mais c'est là que je me suis dit en fait j'ai envie d'être pro et j'ai envie de faire que du basket en fait. Et ton père c'est quelqu'un qui t'a toujours conseillé dans ta carrière, dans ton cheminement? Non, en fait mon père il a toujours voulu que ça vienne de moi. Il voulait être sûr que vraiment j'aime le basket et que ça soit ce que je veux faire. Parce qu'il sait que c'est un métier qui est très dur. Il voulait pas du tout être, tu vois, le parent qui met la pression, ouais. Qui entraîne son enfant très tôt. Donc non, moi il m'a laissé beaucoup tranquille par rapport à ça. Lui c'était très école, qui voulait vraiment faire de moi un homme avant de faire de moi un basketteur. Et quand j'ai eu 16, 17 ans, il a vu que ça commençait à être sérieux et que c'est vraiment ce que je voulais faire. Là, il s'est beaucoup plus impliqué niveau basket. Ta première émotion, c'est en 2000, tu le disais, avec la NBA. Mais il y a aussi cette partie golf qui arrive dans ta vie. Je crois que tu étais très très bon en golf. T'as même hésité entre les deux. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est ça. En fait, du côté de ma mère, on jouait beaucoup au golf. Mon oncle, ma tante, ma cousine. Et moi, en fait, je passais tout le temps mes étés avec eux. Donc, j'ai commencé assez jeune. À la base, c'était juste comme ça. Ils m'ont mis un club entre les mains. Juste, j'ai essayé de taper la balle. Et au final, j'ai pris le truc assez rapidement. Et le golf, c'est vraiment un sport qui est très addictif. C'est vraiment que toi et la balle. Et dès que tu la tapes une fois, t'as envie de me la retaper derrière. Tu vois, c'est marrant. Petite anecdote, je faisais des stages pendant les vacances avec Nicolas Lang. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus, avant même de parler basket. Qui est de Mulhouse, lui aussi. De Mulhouse, exactement. Ouais. On faisait des stages à Wittelsheim. Là, c'est anecdote de chez anecdote, exclu total. T'es lancé pro à la SIG par Vincent Collet à l'époque. C'est difficile de gagner la confiance d'un coach comme ça? Non, parce que tu sais, à l'époque, en fait, comme justement, j'étais pas un gros nom chez les jeunes du basket français. Donc tu vois, je suis vraiment arrivé par la petite porte. Et tu vois, je calculais rien en fait. Ouais. Je calculais rien. Et Vincent, il m'a dit que c'est par la défense que j'allais pouvoir grappiller des minutes. Et donc moi, j'ai même pas réfléchi et j'ai juste fait en fait. On ne pensait même pas faire individuellement. Oh là là, Axel Toupane qui ne peut pas dunker, mais c'est quand même un alley-oop. Il a réussi à contrôler cette balle avec de la réussite, c'est vrai, mais c'est joli ça. Déjà à cette époque, ton rêve c'est la NBA. C'est une suite logique au moment où tu exploses à Strasbourg, tu te dis c'est la suite de ma carrière? Bah moi je me le suis toujours dit, encore une fois. Ouais. Après ça faisait pas forcément l'unanimité, mais moi je me le suis toujours dit. Et c'est vrai que l'année où je suis pas drafté, moi personnellement je l'avais pris comme un coup d'arrêt. Enfin, je me suis dit en gros c'est cuit quoi. C'est cuit ou si ça arrive, ça sera dans quelques années. C'est finalement Denver qui va te signer sur ce qu'on appelle des 10 days contracts, des contrats courts, mais qui te donnent quand même l'occasion de vivre ce rêve-là de NBA. En plus, tu tombes avec Geoffrey Lauvergne dans l'équipe. Exactement. C'était incroyable parce que j'ai grandi avec Geoffrey. Tu vois, on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble, on jouait au basket ensemble, on faisait plein de bêtises. On a vraiment tout fait ensemble. Et quand on était petit, tu vois, on rêvait de Kobe et Shaq, tu vois. Et donc là, quelques années plus tard, se retrouver dans la même équipe NBA, à jouer ensemble en plus, c'était rêve de gosse, c'était incroyable quoi. À Denver à l'époque, quand tu arrives, il y a un jeune joueur qui est rookie, un Serbe qui s'appelle Nikola Jokic. Il t'a impressionné dès le début ou pas? Il était c'était déjà une très bonne surprise pour eux parce que lui pareil il se fait drafter deuxième tour. Il est arrivé par la petite porte là-bas et déjà son année rookie, il performait au-delà des attentes, donc il avait déjà impressionné tout le monde. Maintenant se dire qu'il allait faire ce qu'il est en train de faire là, je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui pensaient qu'il pouvait atteindre ce niveau-là, mais il était déjà impressionnant dans la lecture de jeu, même tu vois avec nous les extérieurs. Des fois, il faisait des 1 contre 1 en 3 dribbles et il ratait pas en fait. Il ratait pas et même en allant super lentement, il marquait tout le temps.
Tu reviens en Europe, tu pars à Kaunas dans un club en Lituanie qui est mythique. C'est quoi tes premiers sentiments dans ce club où les fans, la salle, c'est vraiment spécial? Déjà, j'étais content de rentrer en Europe parce que j'avais fait 2 ans où, entre guillemets, j'avais plus ou moins maximisé ce que je pouvais faire. Ça veut dire j'avais dominé en G-League, j'avais montré que je pouvais jouer en NBA et maintenant, je pense que le step d'après, c'était pour moi de jouer en Europe et performer en Europe pour pouvoir espérer retourner de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ouais, je suis arrivé vraiment sans attentes extraordinaires et je me suis dit que ça allait bien se passer et que ça allait être cool. Et au final, ouais, ça a donné une expérience incroyable. Ma meilleure, ouais, exactement. Probablement une des meilleures expériences de ma vie. Pareil, super groupe de mecs. Enfin, communion avec les fans à tous les matchs, incroyable. Et même, tu vois, apprendre à connaître Saras, qui est un personnage incroyable, c'était aussi top. Ouais. Tu vis une saison de rêve à Kaunas et à contrario, tu vis une saison cauchemardesque à Malaga. En fait, ce qui est bien, c'est que tu vois, Kaunas, c'était aussi très dur. Ouais. Donc, il y a eu des hauts, des bas. Et par exemple, l'année d'après, Olympiakos, souvent, les gens, ils pensent que c'était une année catastrophique parce qu'on s'est pas qualifié en play-off. La dernière journée, parce qu'il y avait le retard de paiement, etc. Et après, pour le coup, à Malaga, c'était plus dur. Puisque je redescendais un niveau, c'était Eurocup. Donc, tu sais, il y a aussi moins d'exigence, c'est un peu plus cool, un peu plus freestyle. Et ouais, c'était juste, ça passait pas très bien avec le coach et au final, ça a donné une situation qui était pas top et à la fin, je me blesse. Et après, il y a le Covid. Donc, au final, ouais, c'était l'expérience la moins cool de ma carrière, on va dire. Et c'est ça qui est fou parce que tu te blesses, mais en même temps, tu entames un processus de retourner en NBA. Exactement. Comment tu te dis ça? Comment tu te motives à ça? À ce moment-là, moi, je sais que je suis un meilleur joueur, mais sur le terrain, ça se traduit pas forcément de par notamment mon entente avec ce coach à l'époque. Et donc au final, je me dis tant pis en fait, je suis un meilleur joueur. Je sais que je retournerai pas aux États-Unis avec un contrat garanti, ce que je voulais, mais des offres de contrat non garantis, j'en avais quand même tous les étés. Donc je me suis dit, je vais prendre ça et je vais aller gagner ma place. Et je vais repartir du bas de l'échelle, c'est pas grave en fait. Il y a une interview moi qui m'a marqué plus tard, mais tu reviens sur ce moment-là chez Combini, tu dis avant j'étais en mode parcours du combattant, seul contre tous, j'ai montré que je pouvais le faire. T'as toujours cru en toi et en tes capacités d'y aller. Ouais, moi je pense que c'est normal parce que tu sais au final tu sais les gens ils auront toujours quelque chose à dire. Pour moi, il y a rien de personnel. Ouais. On fait tout ça, tout le monde fait ça, tout le monde parle des uns des autres. Enfin, c'est normal, c'est la vie quoi. Donc en fait, ça coûte rien. Pour moi, c'est le minimum même de croire en soi. Et si j'ai envie de faire quelque chose ou s'il y a un endroit où j'ai envie d'aller, je vais faire en sorte d'y aller et voilà, tu vois. Ouais, parce qu'au final, t'as mis tout le monde d'accord. Tu pars là-bas, c'est une opération un petit peu pour essayer de retourner en NBA et tu y arrives avec Milwaukee qui te recrute et ça va au bout parce que tu gagnes le titre avec les Bucks. Qu'est-ce que tu retiens de cette partie de ta carrière à Milwaukee, toi? Écoute, c'était grandiose, la fin grandiose, le titre, tu vois, c'est en plus la manière dont c'est passé pendant un playoff, il y a eu beaucoup de hauts, de bas, la série contre Brooklyn, Giannis qui se blesse, tu perds 2-0 en finale, donc c'était incroyable. Après, c'est toujours pas évident de pas jouer ou de peu jouer, tu vois, ça c'est pas moi qui ai décidé de pas jouer. Souvent les gens ils disent ouais mais t'as pas joué, mais c'est pas moi qui ai décidé. Toi t'étais prêt. Mais encore une fois, tu vois, je préfère garder que le positif, même si j'aurais adoré jouer. Mon objectif en retournant là-bas c'était de jouer. Mais la NBA c'est la meilleure ligue du monde. Il y a énormément de bons joueurs. Comme je dis souvent, il y a même en Europe, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à jouer en NBA, qui peuvent être sur le terrain, qui peuvent défendre, qui peuvent mettre des tirs ouverts. Il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Mais c'est juste que là-bas, en fait, il n'y a pas assez de place, en fait. Donc, tu vois, même les mecs qui jouent pas ou même les mecs qui sont en G-League, ça reste des forts joueurs, mais il n'y a pas de place pour tout le monde, tu vois, et ça, il faut en être conscient. Mais de l'autre côté, une expérience tellement incroyable que tu peux pas être, tu peux pas être salty ou tu peux pas dire, ah ouais, merde, c'est relou, tu vois, donc tu prends le positif, tu kiffes. Plus moi, j'avais du monde qui était là, donc c'était une super expérience. Et toi, tu as la particularité d'avoir joué avec les derniers MVP en fait de la NBA, deux Européens qui ont marqué l'histoire, tu vois, Jokic et puis Giannis qui l'a été par le passé. Il est impressionnant, Giannis. Ouais, impressionnant. Moi, je les connaissais déjà lui et son frère depuis. Enfin, je jouais tout le temps contre Thanasis depuis mes époques G-League. Ouais. Et j'avais déjà eu un 10-day à l'époque avec Milwaukee, donc je connaissais Giannis. Et ouais, franchement, il a une histoire familiale incroyable et je pense que c'est ça qui lui donne vraiment
le drive et le cœur qu'il a, tu vois. Et ça, en NBA, son envie et le cœur qu'il a, justement, il y a personne qui peut matcher ça. Et c'est pour ça qu'il domine et qu'il marche sur tout le monde. C'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné quand tu étais sur les parquets? Il y a un joueur que tu retiens quand tu as été face à lui ou pas? Ouais, c'était KD, hein. Ouais. KD, quand j'étais à Denver, Il est trop grand. Ouais, c'est ça. Tellement grand, tellement d'aisance avec la balle, tellement facile, c'était lui. Ouais. Avant de parler de la suite et notamment de Paris, on va faire un petit jeu. Juan Bégarin, ton coéquipier à Paris, y a participé. Ça s'appelle le Fast and Shot. Ok. On y va? Vas-y. Le Fast and Shoot avec Axel Toupane. Axel, je t'explique les règles. Comme avec Juan, tu as 3 ballons rouges qui valent 1 point, un ballon jaune qui vaut 2 points. Et évidemment, tu auras l'excuse du je shoot main gauche parce qu'on rappelle qu'Axel est blessé au coude. 3, 2, 1, c'est parti. Il est rentré? Je sais pas, ça fait 2 ça... Yes, ça fait 3 ou 4 5 6 7 Vas-y, reprends. Je veux le jaune. Il veut le jaune, il veut le jaune, il veut le jaune. Ça fait combien? Je sais plus. Je suis nul en... Tu comptes, Axel, tu comptes. Il reste du temps? Il reste combien de temps? Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hi, ça fait 2. Top. Janvier 2022, Axel, le Paris Basketball, il frappe un grand coup en te recrutant. Ça faisait longtemps que tu voulais jouer à Paris. C'était quelque chose qui te tenait à cœur. Tu suivais un petit peu l'évolution du club? Ouais, je suivais parce que comme je t'ai dit avant, je venais souvent à One Ball. Donc Ouais. quand j'étais là, ils s'entraînaient. Il y a Beggs et Isma Beggs passait par l'INSEP, Milan passait par l'INSEP avec mon père. Donc je suivais un peu ce qu'ils faisaient. Et ouais, et en janvier 2022, on a fait en sorte que ça arrive, que ça se passe. Ouais. Moi, j'avais lu carrément que tu disais c'était Paris ou rien. C'est-à-dire que tu avais des propositions en Europe, j'imagine, forcément avec ton statut. Tu t'es dit c'est Paris et c'est tout. Ouais, bah ce qui s'est passé. Ouais, moi je voulais vraiment rentrer à Paris et je voulais pas, tu vois, aller en Euroleague ou aller dans un autre club en Europe parce que je l'avais déjà fait. Et franchement, c'est pas facile de. C'est quand tu es dans des gros clubs, des effectifs de 15, tu dois tout partager, tu joues 15 minutes, 16 minutes, des fois 10 minutes, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Et quand je l'ai fait à l'époque, c'était pour ma carrière et pour moi, c'était top. Mais là, arrivé à 30 ans et après avoir un peu bourlingué comme j'ai pu bourlinguer, j'avais envie de stabilité, j'avais envie d'être à Paris et dans un club jeune où j'allais pouvoir vraiment avoir un impact en fait. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet du Paris Basketball? Qu'est-ce qu'on t'a promis, entre guillemets? C'est le potentiel du club. Il y a une nouvelle salle c'était déjà acté, mais une nouvelle salle qui va être incroyable qui est arrivée. Déjà à l'époque, l'Euroleague faisait les yeux doux et annonçait clairement qu'il voulait un club à Paris. Des investisseurs et un président américain, donc qui ont une vision très américaine et moyen long terme du club. Donc ça faisait beaucoup de trucs qui étaient assez sexy quoi. Qu'est-ce que tu réponds aux gens? Et évidemment, ça a fait énormément débat, cette histoire du Paris Basketball qui part jouer l'Europe au vu de la saison dernière qui était plus compliquée. Je les comprends. Après, souvent, ce que je dis, c'est, tu sais, quand t'as un jeune, par exemple, quand t'as un jeune prospect qui a un fort potentiel, t'es toujours un peu plus indulgent avec lui, tu vois. Des fois, il est sur le terrain alors qu'il mérite pas toujours, mais il faut quand même, il faut lui laisser sa chance, il faut qu'il fasse des erreurs, il faut qu'il truc. Et je pense que pour le basket français, le projet de Paris, il est quand même assez grandiose. Et demain, on peut s'imaginer, je l'espère en tout cas, on va tout faire pour, mais tu vois, avoir un troisième grand club avec l'Asvel et Monaco, je pense que ce serait top de manière générale pour le basket français. Si on nous a donné la wildcard de l'Eurocup, c'est parce qu'on a un projet, comme je t'ai dit, qui est très attractif. Donc je pense qu'il faut être un peu indulgent, tu vois. Après, encore une fois, je comprends tout à fait l'équité sportive et le fait qu'il faille gagner sur le terrain. Et crois-moi que je voulais qu'on l'ait sur le terrain. Je suis pas en train de dire que je suis content qu'on l'ait eu comme ça, mais je pense que long terme, ça aura du sens. Ouais. On sait que tu es fan de la capitale, tu reviens aussi pour tes business, tu aimes développer des choses à Paris, tu es très branché mode aussi. Moi, il y avait un truc
qui m'a marqué dans ton univers, c'est que tu t'intéresses à la mode au point de faire des stages à Louis Vuitton, chez Givenchy. Ouais, bah, c'est plus une passion, un hobby. À l'époque, tu vois, par exemple, je pensais que c'était quelque chose dans lequel je pouvais même beaucoup plus m'impliquer. Ouais. Tu vois, par exemple, en créant une marque ou quelque chose. Aujourd'hui, en ayant vu vraiment l'envers du décor, en ayant fait tout ça, je sais que c'est quelque chose que je ferais pas. Donc, tu vois, ça déjà, c'est un point positif. Mais par contre, tu vois, tout ce qui est storytelling, raconter une histoire, ça, je trouve ça incroyable. Ouais. Et à ce niveau-là, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, pour moi, ça reste quand même une expérience, des expériences top. Ouais, ouais, parce qu'au final, tu crées quand même un groupe qui s'appelle les nouveaux leaders. les prochains les prochains leaders, excuse-moi, Ouais. les prochains leaders, où tu vraiment donnes l'opportunité à des jeunes filles, en tout cas en ce moment, de découvrir des métiers, de devenir vraiment les prochains leaders, les nouveaux leaders de demain. Bah, tu vois, par exemple, à travers les expériences dont tu parlais, aller chez Vuitton, chez Givenchy, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Soit même dans mes autres business, j'ai rencontré des fondateurs de start-up, des fondateurs de boîtes extraordinaires. Et en fait, à travers plein de discussions ou de moments d'expérience, moi, je me suis vraiment senti grandi et j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, c'est ce feeling que je voulais redonner aux jeunes. Du coup, en fait, je les prends avec moi, je les emmène un peu dans mon milieu, autour des gens que je connais et que je côtoie. Et in fine, c'est qu'elles pitch et qu'elles créent en fait un projet qu'elles viendront pitcher devant, tu vois, un peu de monde, famille, amis, un jury. Donc les mettre aussi un peu sous pression et ouais, en fait, le but final, c'est que quand elles arrivent dans le monde vraiment actif, elles soient beaucoup mieux armées que ce qu'elles le sont aujourd'hui. On revient sur le sportif avec le Paris Basketball. Tu le disais, t'as 30 ans aujourd'hui, Axel. Mais pourtant, t'as un statut de vétéran dans cette équipe. Ouais. Ça te plaît, ça, ou pas? C'est particulier, quand même. C'est bizarre. Franchement, c'est cache pas. T'as 30 ans. Ouais, c'est bizarre. Parce que, on a un groupe qui est super jeune, quoi. Ouais. Non, franchement, et en plus, enfin, c'est pas quelque chose que tu t'imagines quand t'es jeune, en fait, te dire qu'un jour tu vas être le plus vieux de ton équipe. Et c'est pas quelque chose que j'ai vu venir non plus parce que, je suis toujours assez jeune. Ouais. Mais le fait est que, les 3/4 de l'année, j'étais le gars le plus vieux de l'équipe. Maintenant, il y a Jérémy qui est arrivé. Donc, c'est lui qui a pris le flambeau. Tu entoures, tu le disais, Juan Bégarin et Ismaël Kamagaté, qui ont fait le choix après leur draft de revenir à Paris pour continuer leur formation. Toi qui es parti en G-League, qui as pris d'autres paris, tu le comprends et tu aurais fait la même chose ou pas? Ouais, c'est clairement envisageable. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et eux, ils sont dans une super situation ici où ils peuvent jouer beaucoup de minutes et vraiment se développer. Donc, clairement, c'est mieux, je pense, que d'être là-bas et de peu jouer au début. Surtout qu'ils ont été draftés dans des super équipes. Ouais. Des équipes qui veulent gagner tout de suite. Donc, c'est plus dur, ça. C'est encore plus dur, exactement. Et donc, je pense que c'est super qu'ils continuent à faire leur gamme et leurs armes ici. Et ils le font très bien. Et comme ça, demain, ils arriveront pareil là-bas, beaucoup mieux armés et beaucoup plus expérimentés sur deux et ça va leur servir. C'est lequel des deux que tu vois le plus exploser? Exploser, je pense, je dirais Beggs. Ouais. Mais après, je pense que Isma, je pense que Beggs a un ceiling, on va dire un plafond qui est plus haut. Mais Isma a quand même un plafond qui est haut et je pense qu'il sera plus constant. Mais pour le coup, Beggs, il a vraiment beaucoup de potentiel. Il y a ce premier match à Paris où tu reviens et t'affrontes Boulogne-le-Valois de Vincent Collet. Toupane qui prend le jeu à son compte, qui déclenche à 3 points. Toupane, Kamagaté qui propose une solution, Toupane qui choisit le tir. En fait, je me suis pas dit je joue contre Vincent. En fait, j'avais déjà assez de choses à penser avec moi intégrer une nouvelle équipe. Ouais. Une nouvelle salle, projet pareil qui est un beau projet dans lequel je suis arrivé, dont on a beaucoup parlé. Donc en vrai, franchement, j'avais pas le temps de me dire oui, ça va être bien pour l'équipe nationale, tout ça. Donc non, ça j'y ai pas pensé. On me l'a beaucoup dit après, mais j'y ai pas pensé. Moi, je voulais surtout faire un bon match et montrer qu'on pouvait gagner, être compétitif avec ma nouvelle équipe. Ouais. Ouais, tu l'as fait ce bon match pour bien te lancer avec le Paris Basketball. Pour autant, cette fin de saison entre guillemets se passe pas comme vous l'aviez prévu. Le club est à la limite de descendre, ça se joue à la dernière journée. T'as eu peur ou pas? Ouais, j'ai eu peur, bien sûr. Non, j'ai eu peur parce que les 2 dernières journées, on joue 2 fortes équipes, Limoges et Boulogne qui étaient premier ou deuxième.
Et il fallait absolument qu'on en gagne un, quoi. Et si on n'en gagnait pas un, ben on descendait. Tu vois, c'était aussi simple que ça. Donc en plus c'était à quelques jours d'intervalle. On venait de perdre. Enfin, on était sur une mauvaise dynamique. Ouais. Moi en plus j'étais blessé, je revenais tout juste de blessure. Donc non, j'ai eu peur. Ouais, c'était pas facile et c'était pas gagné d'avance. Ouais, c'est clair. Ouais, parce que tu te fais une lésion musculaire sur la fin de saison, Ouais. au moment où le club a le plus besoin de victoires. Et il y a ce dernier match où là tu prends tes responsabilités. 18 points, 7 rebonds. Tu fais gagner entre guillemets ton équipe. Tu t'es dit quoi avant le match? Tu peux pas dire grand chose parce que si tu réfléchis trop et si tu penses trop aux enjeux, bah tu sais tu vas être un peu touché par la pression, par les enjeux et tu risques de trop réfléchir. Donc c'est plus en fait tu te prépares du mieux possible et tu te focuses vraiment en fait comme si c'était une finale, tu essaies de te mettre dans ta bulle, tu essaies de penser vraiment que à tu vois à tes routines, à tes shoots, à ce que tu vas faire pendant le match. Donc je dirais plus que c'est un gros niveau de concentration Ouais. qu'il fallait avoir et c'est comme ça que j'ai abordé le match quoi. L'équipe de cette année, elle est meilleure que celle de l'an dernier? Oui, je pense ouais. Je pense on a déjà les joueurs qui étaient là l'an dernier qui sont là maintenant ont plus d'expérience et je pense qu'on a quand même récupéré 2-3 bons joueurs donc non, je pense qu'on est meilleur que l'an dernier. T'échanges avec David Kahn, qui est un personnage aujourd'hui qui s'est installé clairement dans le basket français, mais on connaît son histoire avec la NBA, sa vision aussi qui est particulière. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Bah en fait eux ils veulent vraiment tu vois rendre le basket ce club et le basket français un peu plus on va dire sexy. Ouais. Tu vois comme Tony le fait super bien à l'ASVEL, comme ils le font super bien à Monaco. Je pense qu'en France tu vois on a toujours une équipe nationale qui est très forte. On a toujours eu pas mal de joueurs NBA, on a toujours eu pas mal de joueurs en Euroleague. Et un petit peu le chaînon manquant, c'était le championnat de France, qui pour moi a toujours été un très bon championnat, mais qui était très sous-estimé dans le reste du monde en fait, tu vois. Ouais. Mais là maintenant avec ces locomotives, ça le rend vraiment plus attractif. Et Paris, et David et Eric, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment rendre le club sexy, rendre le club cool, que les gens puissent vraiment s'imprégner et vivre une bonne expérience quand ils viennent au match. On finit sur le tac au tac, Axel. Le joueur le plus fort que tu as affronté? KD. Ton plus grand accomplissement? Les prochains leaders. Fashion Week ou match du PSG? Ah. PSG. Ton plus grand regret? C'est pas un regret parce que je vis pas du tout dans le regret, mais il y en a deux. Dans une autre vie, j'aurais adoré aller au college aux États-Unis parce que j'ai failli y aller à un moment donné. Et l'autre, c'est poursuivre, faire carrière dans le golf en fait. Paris ou Strasbourg? Paris. Paris. Bégarin ou Kamagaté? Oh, Joker. Est-ce que tu pourrais échanger ton titre de champion NBA contre un titre en France avec Paris? Ouais. Ouais? Ouais. N'importe quel titre avec Paris? Non, championnat de France. Championnat de France? Ouais, le titre de champion de France? Ouais, championnat de France. Pas la Leaders Cup? Non, non, Leaders Cup, ok. non. Basket ou golf? Basket. Mais golf, tu peux me montrer quand même? Ouais, pas de souci. Mini-golf avec Axel Toupane sur le terrain de Paris Basketball. Je suis sur ton terrain, mais t'es main gauche. Hein. On a mis des obstacles sur le terrain. Oh, ça part pas bien, ça. Oh, si, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'il y a une petite... Oh, ça continue de rouler, hein. Oh, ça continue de rouler, cette histoire. Oh, c'est pas mal du tout, ça. Ouh. Oh, il a tenté un petit lever de balle. Et on est parti à droite ou à gauche, hein. Et en vrai, ça se trouve, je fais ça en 2 coups, hein. En vrai, ça se trouve, je fais ça en 2 coups. Vas-y. Oh oh, c'est terrible. Game time. Ouh! En 2 coups. Bien joué. Bon, bah, j'ai battu Axel Toupane. J'ai battu Axel Toupane au golf. Revanche bientôt sur un vrai green. Sur un vrai green. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo avec un nouveau joueur de Betclic Elite. Salut à tous, c'est Axel Toupane. Remporté mon maillot dédicacé grâce à Betclic.